de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Bonjour. Quelle solution à la crise politique togolaise? C'est le sujet sensible qui est au cœur de l'actualité politique ces derniers temps. Malgré la facilitation du président ghanéen William Nana Akufo-Addo, eh bien, la fumée blanche tarde à apparaître dans le landerneau politique togolais. Nous évoquons le sujet cet après-midi avec nos invités pour parler donc de cette crise togolaise et surtout de ces approches de solutions avec les avis de certains responsables de partis politiques. Aujourd'hui, nous avons comme invité dans cette émission Une heure de vérité M. Badassé Abel Ouiao. Il est le coordinateur national du PPI, c'est le Parti du Peuple et d'Intégrité. Monsieur le coordinateur national, bonjour. Bonjour Hugues. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et bien sûr, Thomas Kokou Nousoukoué, il est le président du Bloc d'action pour le changement BAC. Il va également nous apporter ses approches de solutions. Il a rencontré la presse le week-end dernier pour évoquer les pistes et de solutions pour une sortie de crise au niveau du Togo, puisque le dialogue politique togolais ne semble pas trouver une issue avec les acteurs politiques togolais. Monsieur Thomas Kokou Nousoukoué, bonjour. Bonjour Hugues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le troisième round des discussions avec les acteurs politiques togolais a eu lieu vendredi dernier sous la direction du facilitateur ghanéen, le président William Nana Akufo-Addo. Et on a encore assisté à une nouvelle suspension des travaux, une consultation en plénière qui donc a abouti à des propositions de la part de la coalition des partis politiques de l'opposition. Et nous allons écouter tout d'abord le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, quand il annonçait que la coalition n'est pas prête à accepter une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020. L'écoutons. Nous ne pouvons pas laisser Faure Gnassingbé être candidat en 2020. Ce n'est pas possible. Personne ne l'accepte au Togo. Donc il n'est pas question que nous l'acceptions. Il n'est pas question que nous l'acceptions. Donc nous avons donné la réponse à la question posée par le facilitateur. Jusqu'où vous pouvez aller. Quand on va à des discussions, des fois on lâche certaines choses. Et la question qui concerne le retour à la Constitution de 92, les éléments essentiels concernent les conditions d'éligibilité du président de la République, la limitation de mandat avec la mention en aucun cas que nous ne lâcherons jamais. C'est trop facile de signer un accord, de refuser d'exécuter l'accord. Si le chef de l'État avait exécuté l'accord politique global à partir de 2015, il ne serait plus candidat. Il aurait fait 2 mandats. Alors il refuse et se trompe. On n'acceptera jamais. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, lors donc de la conférence de presse lundi dernier pour la restitution de la rencontre avec le facilitateur William Nana Akufo-Addo. Monsieur Badassé Abel Ouiao, je rappelle que vous êtes le coordinateur national du PPI. Quelle lecture vous faites au niveau du PPI, le Parti du Peuple et de l'Intégrité, de la situation politique actuelle au Togo? Bon, au niveau du PPI, nous pensons que la situation politique actuelle, surtout au niveau du dialogue, n'est pas du tout favorable aux Togolais. Et tout le monde avait espoir que ce troisième round du dialogue allait donner un résultat probant. Mais malheureusement, au sorti de ce troisième round, vu le communiqué très diplomatique, nous tous, nous avons pensé qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Par rapport aux positions, par rapport aux concessions qui ont été faites, nous ne pensions pas que les Togolais sont encore au bout du tunnel. Avoir les positions, parce que ici, il faut être clair, la pomme de discorde, c'est la candidature ou non de l'actuel chef de l'État en 2020. Je pense que qu'est-ce que UNIR a pu céder aujourd'hui?
c'est d'accepter de surseoir au processus électoral, alors qu'au niveau de la coalition, c'est de surseoir à la fameuse constitution de 92, alors que peut-être ce qui est revenu, c'est pratiquement le résumé de cette constitution. Donc les positions sont encore tranchées et je ne pense pas que nous soyons encore pour le moment au bout du tunnel. Pour le PPI ne croit pas que nous sommes arrivés au bout du tunnel. Au niveau du bloc d'action pour le changement, M. Thomas Kokou-Nsoukoué, quelle est votre lecture de la situation politique actuelle? Merci. Je pense que pour ce qui concerne le bloc d'action pour le changement BAC, nous pouvons quand même dire ici que les partis politiques au dialogue se sont convenus de ne pas s'entendre sur leur point de vue proposé aux facilitateurs. Dans le sens que ils sont allés à un dialogue. Ils savent tous qu'à ce dialogue, ils doivent obtenir un compromis politique. Alors, si nous savons tous que nous étions allés à un dialogue pour obtenir un compromis politique dans l'intérêt du peuple, il est de notre devoir, en tant que pouvoir et opposition, de s'entendre. Mais du moment où on voit qu'il y a encore des points divergents, alors on doit comprendre que les gens sont allés là-bas pour encore reprendre ce qu'ils faisaient avant. Alors au bloc d'action pour le changement, nous nous sommes dit qu'il est de notre devoir, comme nous avons toujours tendance à consulter le Tout-Puissant par rapport à la lutte politique togolaise, nous nous sommes allés encore consulter notre Dieu pour lui poser la question de savoir quelle est la solution de sortie de crise aujourd'hui. Parce que c'est lui-même qui nous avait dit qu'avec tout ce qui se passe dans le pays, un moment viendra, les acteurs politiques iront à un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, ils vont obtenir un compromis politique. Mais gare à eux, s'ils n'arrivent pas à obtenir ce compromis politique, de comprendre que le pays va connaître des lendemains difficiles. Alors on lui a posé la question, pour ne pas connaître ces lendemains difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure où nous sommes? Alors le grand Dieu a dit qu'il faut nécessairement aller à ce compromis politique. Et ce compromis politique, c'est la mise en place d'un gouvernement de mission transitoire. On va quand même revenir à cette solution que vous préconisez pour une sortie de crise. Alors, au niveau du PPI, vous dites que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. On sait que la coalition de l'opposition a fait plus d'une vingtaine de marches. On sait tout le tort, on va dire, que ces manifestations de rue ont causé à l'économie togolaise. On connaît la situation dans laquelle se trouvent les Togolais aujourd'hui. On connaît un peu cette histoire de paupérisation avancée, parce que ce n'est plus un secret de polichinelle, les Togolais souffrent. Et les Togolais ont quand même espoir que ce dialogue puisse aboutir. Alors, il y a quand même la médiation du facilitateur qui, à côté donc, de ces réunions, fait quand même des consultations bilatérales entre les acteurs politiques. Vous pensez que c'est quand même une bonne méthode de pouvoir faire des consultations bilatérales pour essayer d'arrondir les angles des propositions pour quand même trouver une solution définitive à la crise? C'est le moment pour nous, au PPI, de remercier le facilitateur pour tout le travail qu'il est en train d'abattre. Et nous pensons qu'il est en train de faire un travail très louable. Je crois que... Avec son agenda aussi qui n'est pas... Effectivement. Et les consultations bilatérales sont très importantes. À partir du moment où les positions sont déjà tranchées, je pense que ce sont ces consultations bilatérales qui peuvent lui permettre d'arrondir les angles, comme vous venez de le dire. Parce que dans la salle, à la plénière, mais personne ne voulait lâcher. Nous pensons au PPI que la concession faite par le pouvoir en place était une concession déjà préparée. Parce que lorsque, à partir du premier round, vous allez voir que UNIR avait passé à la vitesse de croisière en nommant les présidents de CELI. Mais c'était pour faire une pression. Mais il savait pertinemment que c'est sur ce point qu'il devait céder. Alors, en ce qui concerne la personne du chef de l'État, c'est une question sur laquelle ce parti ne veut jamais revenir. Et l'opposition également ne veut jamais laisser
cette position. Alors, le facilitateur, le président ghanéen, a quand même réussi à fait arracher de la part de la coalition, parce qu'à un moment donné, la coalition menaçait de reprendre les manifestations de rue. Oui. Et le président ghanéen, au cours quand même d'une séance avec les acteurs politiques, puisqu'ils ont été conviés à Accra, et il leur a dit c'est quand même un droit constitutionnel de manifester, mais en ce moment précis, eh bien, vous faites quand même du tort, vous compliquez ma mission en retournant dans les rues. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de sursoir aux manifestations de rue était quand même aussi un gage de la bonne foi des acteurs politiques, du moins de la part de la coalition, pour qu'on puisse trouver une solution à la situation politique actuelle? Effectivement, c'est à saluer et cette prise de décision de la part de la coalition de sursoir aux marches, c'est à saluer. Et ce que nous regrettons, c'est les positions qui sont tellement tranchées et par rapport... nous pensons que le débat est personnalisé actuellement. Alors, tout de la personnalité du chef de l'État. Et nous voudrions que les acteurs politiques aillent au-delà de la personnalité du chef de l'État pour qu'on puisse trouver une solution globale aux Togolais. Qu'on mette le chef de l'État de côté. Je pense que si on acceptait travailler sur un bon cadre électoral, sur les institutions de la République, on pouvait aller à des élections transparentes, crédibles, qui puissent nous permettre de sortir de cette situation. Mais à partir du moment où le débat doit tourner toujours autour du chef de l'État, je ne pense pas que au niveau de l'opposition, de la coalition, au niveau du parti au pouvoir, on puisse accorder les violons pour une solution. Monsieur Thomas, vous pensez aussi que les vrais problèmes ne sont pas posés lors de ce dialogue, parce qu'il est aussi question quand même de, comme le dit le représentant du PPI, d'avoir un bon cadre électoral et d'avoir des institutions fortes pour avoir des élections transparentes. Alors qu'aujourd'hui, le débat se focalise autour de la participation ou non du chef de l'État, Faure Gnassingbé, aux élections présidentielles de 2020. Vous savez, pour ce qui concerne la participation du chef de l'État, l'actuel, pour les élections de 2020, au bloc d'action pour le changement, nous savons que le chef de l'État va surprendre le peuple togolais par rapport à sa candidature en 2020. Et comment? Et je crois que c'est une diversion que le parti uni est en train de faire à l'heure où nous sommes par rapport à la candidature de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé en lui-même sait qu'il ne peut plus se présenter en 2020. Alors pourquoi vous êtes assez catégorique? Nous disons que Faure Gnassingbé en lui-même sait qu'il ne peut plus se présenter parce que ce problème s'est posé au Ghana au moment où tous les pays ont accepté d'aller à des élections où on aura uniquement 2 mandats. Vous aurez pu remarquer qu'à l'époque, c'était la Gambie et le Togo qui ont refusé de signer ce protocole-là. Et dans la sous-région, les chefs d'État se sont concertés entre eux-mêmes. Et ils se sont dit que le Togo et la Gambie doivent nécessairement aller à ça. Et nous avons vu comment le cas de la Gambie a été traité. Aujourd'hui, c'est le Togo. Et à l'heure où nous sommes, quand UNI dit à la population que son champion serait toujours là en 2020, c'est pour divertir les acteurs politiques. Et les gens sont là en train de tomber dans le jeu du parti uni. Alors, et nous, à l'heure où nous sommes, nous avons la confirmation que le chef de l'État ne va pas se présenter en 2020. Et nous nous portons garant que si le chef de l'État se présente en 2020, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que lui-même, en son âme et conscience, ce qui se passe actuellement, il sait que c'est lui la solution. Et il a eu à dire à leur congrès que la solution de sortie de crise au Togo aujourd'hui se trouve dans leur parti politique uni. C'est pour leur faire comprendre que nous ne pouvons plus se présenter en 2020. Moi, en tant qu'actuel chef de l'État, mais vous autres, en tant que camp, qui s'affrontent au sein du parti, disant que oui, si je ne peux plus se présenter, qui va se présenter? Et vous vous bousculez entre vous en
faisant des propositions à mon endroit, je vous dirais que nous constituons la solution de sortie de crise pour le Togo. Alors, M. Thomas Kokonou-Soukoué, j'ai envie un peu de sourire en vous attendre parce que les représentants d'UNIR qui participent au dialogue rendent compte à l'actuel chef de l'État. Ils ne peuvent rien décider sans l'avis du chef de l'État fort et nous voyons qu'il y a un blocage au niveau de ce dialogue parce que le blocage se trouve justement autour de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 à l'élection présidentielle. C'est là, ayant le courage de le dire, c'est là où il y a le blocage. Alors vous dites que vous avez la certitude que Faure Gnassingbé ne sera pas. Si c'est en est ainsi, alors il n'y a pas de problème. On peut quand même déjà, à l'heure actuelle, trouver une solution à ce dialogue. Le dialogue, déjà, dès cet instant précis, le dialogue aurait déjà trouvé une solution à la crise politique. C'est ce que nous sommes en train de dire. La politique, c'est un rapport de force. Et là où nous sommes là, les gens sont en train de se préparer sur le terrain. Et ils sont là en train de divertir les autres acteurs politiques en place, notamment ceux de l'opposition. Et nos frères et sœurs de l'opposition, eux, ils ne regardent pas cet aspect de la chose. Ils croient que si le parti unique campe sur sa position par rapport à la candidature de l'actuel chef de l'État, c'est pour encore amener nos frères et sœurs de l'opposition à continuer toujours par demander la non-participation de l'actuel chef de l'État. Le temps pour eux de continuer toujours par évoluer. Je ne sais pas si nos frères et sœurs de l'opposition savent le plan et la stratégie que développe le parti uni à l'heure où nous sommes. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas se camper sur la participation ou non de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2020. Mais nous, parce que nous disons au Bloc d'Action pour le Changement que nous sommes un parti politique qui a toujours tendance à consulter le suprême, celui qui a créé la terre et les cieux. Et ce que celui qui a créé la terre et les cieux nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'ils nous disent de communiquer que nous communiquons. Et voilà pourquoi, quand le problème est né, nous étions retournés vers le suprême. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut aller à un compromis politique à l'issue de ce dialogue et mettre en place un gouvernement de mission transitoire. Dans ce gouvernement de mission transitoire, l'actuel chef de l'État gardera la défense. Et il sera là jusqu'en 2020. Il faut mettre un comité de 7 ministres. Et dans ce comité de 7 ministres-là, il y aura un premier ministre issu de la majorité extra-parlementaire. 3 ministres, à savoir la justice, la communication et les affaires étrangères, qui seront revenus à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Ensuite, le ministère de l'administration territoriale à un autre parti politique extra-parlementaire. Et ensuite, créer un ministère chargé des affaires religieuses qui va s'occuper de la vraie réconciliation. Et la mission à assigner à ce gouvernement de mission transitoire, c'est de penser à la succession de l'actuel chef de l'État, M. Faure, en 2020. C'est pour nous faire comprendre que, à l'heure où nous sommes, sachant que celui qui l'a placé à la tête du pays ne sera plus candidat en 2020 et qu'il y aura des choses qui vont se passer après et que lui, en tant que le suprême, il ne veut pas, il a voulu que l'opposition et le pouvoir en place, en se retrouvant dans un gouvernement de mission transitoire et en évoluant dans le cadre de la succession de l'actuel chef de l'État, le bain de sang qui doit arriver à partir de 2020, si lui, il ne sera plus à la tête du pays, que ce bain de sang-là soit évité. C'est votre proposition. On va demander quand même au Parti du Peuple et de l'Intégrité, comment est-ce que ce parti voit un peu l'avenir? Parce que là, tout doit dépendre de l'issue de ce dialogue. Et à l'heure actuelle, on a l'impression que nous sommes dans un blocage. Bon, à notre niveau, au PPI, ce que nous proposons à nos frères de l'opposition,
c'est de se détourner de cette histoire de candidature ou non du chef de l'État en 2020. C'est très fondamental. Parce que nous pensons qu'aucun parti politique n'a le droit d'interdire quelqu'un, un citoyen, de se présenter à une élection. Il faudrait qu'on élabore des textes et des textes pour l'avenir. Alors, l'opposition doit travailler plus sur le cadre électoral, sur le fichier électoral, sur les institutions, afin de pouvoir avoir les garanties d'une élection crédible, équitable. Alors, on sait qu'il y a déjà la Commission électorale nationale indépendante, on sait qu'il n'y a pas les membres de l'opposition, on va dire, hein, l'opposition constituée donc de ceux qui font partie donc du C14, qui ne font pas partie de cette Commission électorale nationale indépendante. Déjà, c'est un problème. On parle du fichier électoral qui n'est pas assaini, et c'est un problème. Alors, le cadre là, comment est-ce qu'on pourra faire ce travail-là, le cadre électoral, comment est-ce qu'on pourra revoir le cadre électoral si dans ces institutions-là, il n'y a pas les membres de l'opposition dans ces commissions-là? Je pense que le dialogue actuel doit prendre ces questions en compte. Et ces questions doivent être prioritaires. La question du cadre électoral, du fichier, de la recomposition des institutions, ces questions doivent être placées au tout premier point de l'ordre du jour. Donc ça fait partie des réformes Mais ça fait partie des réformes qu'on doit opérer. Donc on ne doit pas se targuer seulement à la présentation, bien à la présence ou non du chef de l'État en 2020. On doit laisser ce côté. Alors, ce que nous proposons, si nous prenons par exemple le fichier électoral, et plus de 80% des Togolais inscrits sur cette liste sont inscrits à la base du justificatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils n'ont pas de pièce d'identité. Alors comment est-ce qu'ils sont inscrits sur la base du témoignage? Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où plus de la moitié de l'électorat n'a pas de pièce d'identité? Alors c'est une question et au niveau du PPI où nous demandons carrément qu'on puisse supprimer la pièce de nationalité togolaise. Parce que c'est un frein pour beaucoup de Togolais. C'est un frein. Comment est-ce qu'on peut demander aux Togolais de demander pardon à être Togolais chez eux? C'est pas possible. Alors, il faut vraiment faire un travail de fond pour avoir un fichier correct. Un fichier fiable. Au niveau des institutions, il faut recomposer. Nous sommes quand même en 2018. C'est une année, on va le dire, électorale. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment assez de temps pour faire tout cela? Mais si on n'avait pas passé tout le temps à se divertir, tout le temps à s'amuser, on devait aller aux choses essentielles. Je pense que tout est question de volonté. Si la volonté politique y est, on y arrivera. C'est un peu la solution préconisée par le PPI, mais il faut déjà que ce dialogue aboutisse. Et au niveau du bloc d'action pour le changement, vous avez autrement une autre vision de la chose. Vous proposez un gouvernement de mission transitoire. La coalition de l'opposition a parlé donc d'une transition. Là également, les langues se sont déliées parce qu'on sait que la coalition est partie de partis venus de partis divers. Et on sait que les langues se sont déliées. Certains parlent donc d'une transition avec fort, d'autres parlent de transition. Ça va, on va voir tout cela. Mais au niveau du bloc d'action pour le changement, vous parlez d'un gouvernement de mission transitoire. Un gouvernement de mission transitoire avec Faure Gnassingbé, mais avec les autres partis de l'opposition pour ensemble gérer le pays jusqu'en 2020, année où on fera les élections, n'est-ce pas, Thomas Nsokwe? Effectivement. Au bloc d'action pour le changement... Vous pensez que c'est vraiment la solution à la crise togolaise? Nous pensons qu'il y a plus meilleure solution que de mettre en place un gouvernement de mission transitoire et de laisser l'actuel chef de l'État. Mais le Togo, on a déjà vu un gouvernement d'union nationale dans le temps, mais après, on a vu ce qui est arrivé, un gouvernement d'union nationale, mais après, on a vu ce qui s'est passé. Au fait, nous ne parlons pas d'un gouvernement d'union nationale, ni d'un gouvernement de transition.
nous parlons d'un gouvernement de mission transitoire. Ça veut dire que... Quelle est la différence? Ça veut dire que ce gouvernement de mission transitoire va aller au-delà de 2020. C'est un gouvernement qui va aller au-delà de 2020. Parce que en 2020, celui qui doit succéder à Faure Gnassingbé, c'est un homme de Dieu qui doit succéder à Faure Gnassingbé. Et cet homme de Dieu fera seulement un mandat de 5 ans. Et cet homme de Dieu vient du camp de UNIR. Donc vous ne pensez pas qu'en 2020, on pourra faire des élections? En 2020, il y aura une élection présidentielle. Et cette élection se fera de façon concertée entre les acteurs politiques dans ce gouvernement de mission transitoire. Et nous le disons parce que c'est un compromis. Ce gouvernement qui sera mis en place, dans son sein, il y aura un comité de 7 ministres dont nous parlons, et c'est ce comité de 7 ministres qui va se pencher sur la succession de Faure Gnassingbé. Et celui qui viendra après Faure Gnassingbé aura fait un mandat de 5 ans pour permettre à l'opposition de venir au pouvoir à partir de 2025. Parce que si nous ne le faisons pas ainsi, l'actuel parti au pouvoir serait toujours là. Faure Gnassingbé serait toujours là. Et il y aura de la guerre civile. Parce que Dieu, ne voulant pas cette guerre civile au peuple togolais, a voulu que l'opposition et le pouvoir en place s'entendent dès à présent et se retrouvent dans un gouvernement de mission transitoire qui va aller au-delà de 2020 pour leur permettre, eux, de venir à partir de 2025. Et de là, il y aura maintenant une alternance négociée. Négociée dans le sens que quand l'opposition vient, elle fait un mandat de 5-10 ans, elle part. L'autre camp qui était parti, en son sein, quelqu'un d'autre peut revenir, fait un mandat de 5 ans, 10 ans, reparti, et ensuite l'opposition va revenir. Comme nous voyons au Ghana, nous voyons au Bénin, nous voyons dans d'autres pays. Ce sont des alternances négociées. Alors, on va être dans le concret, on va être pragmatique. Aujourd'hui, c'est le dialogue inter-togolais. Alors, ce dialogue regroupe les représentants de la coalition de l'opposition et les représentants du parti UNIR. Alors, on est en train de trouver une porte de sortie de la crise. Alors, il y a un facilitateur, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Alors, vous voulez que les deux partis UNIR, les représentants d'UNIR et les représentants de la coalition s'entendent pour aller à un gouvernement de mission transitoire. Si j'ai bien compris votre développement. Alors, qu'on laisse de côté les supputations et les élections locales, tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit faire table rase de tout cela pour aller à ce que vous préconisez, notamment ce gouvernement de mission transitoire? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est véritablement là où les deux partis doivent s'accorder à travers ce dialogue-là? Le compromis politique dont nous parlons, c'est lié à quoi? À l'heure où nous sommes, UNI dit que son candidat en 2020, c'est Faure Gnassingbé. L'opposition dit plus question de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Où allons-nous avec la position de l'opposition et la position de UNI? Si Faure doit se représenter en 2020 et que l'opposition dit qu'elle ne veut plus voir Faure comme candidat en 2020, le rapport de force qui doit exister entre l'opposition et le pouvoir, est-ce que ce rapport de force est établi à l'heure où nous sommes? Le rapport de force n'est pas établi. Alors, il faut que nécessairement et l'opposition et le pouvoir arrivent à s'entendre. Comme quoi,
nous donnons un mandat supplémentaire à l'UNI. Et en 2020, Faure Gnassingbé ne va plus se présenter en contrepartie de ce mandat supplémentaire pour permettre à UNI de remettre un autre candidat en son sein. Alors, l'opposition sera ensemble avec ce candidat. Ils vont travailler toujours dans ce gouvernement de mission transitoire pour qu'à partir de 2025, nous ayons à la tête du pays un militant ou un responsable d'un parti politique de l'opposition en place. Alors, au niveau du bloc d'action pour le changement, vous pensez que l'opposition va encore peut toujours donner un mandat supplémentaire à unir au-delà de 2020, maintenant sans la personne de Faure Gnassingbé. Alors, au niveau du PPI, vous pensez qu'il faut agir sur le cadre électoral? C'est là votre véritable préoccupation. Il faut s'attaquer aux questions essentielles plutôt que d'aller au divertissement. Oui, nous pensons que si aujourd'hui le chef de l'État décide de partir et que un autre membre du UNIR se porte candidat en 2020, si nous n'avons pas un bon cadre électoral, nous n'avons pas un bon fichier, les institutions sont toujours verrouillées, mais c'est toujours le parti qui va nous gouverner. Alors, qui, au sein de ces deux partis-là, au niveau de UNIR ou au niveau de la coalition, qui va permettre à ce qu'on ait ce bon cadre électoral-là? Alors là, moi, à notre niveau, au niveau du PPI, ce que nous pensons, il faut que la coalition soit plus réaliste. En faisant quoi? La question de la candidature ou non du chef de l'État doit être laissée. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Okay. Et en contrepartie, obtenir de fortes concessions et au niveau du cadre électoral, au niveau de la recomposition des institutions qui interviennent dans le processus électoral, pour que la coalition, du moins les représentants de l'opposition, soient fortement représentés dans ces institutions pour pouvoir agir au moment des élections. Je pense qu'avec ça, nous avons une certaine garantie des élections à venir, qu'elles soient transparentes, équitables pour tous. Alors, pour ce faire, nous savons qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de proposer un gouvernement de transition avec Faure pour aller jusqu'en 2020. Mais nous sommes vraiment choqués au niveau du PPI d'entendre cette proposition parce qu'il me semble que les responsables politiques de notre pays ne pensent toujours qu'à eux. Vous avez parlé tout à l'heure de la paupérisation, mais la population togolaise souffre énormément. Nous Togolais, excusez-moi, nous sommes devenus des malades ambulants parce que la pauvreté est partout. Et pour nous, au PPI, la pauvreté est une maladie que nous devons combattre. Mais si il faut mettre les populations dans les rues et au finish, c'est se partager les postes, alors je pense que l'opposition ou bien la coalition n'a pas bien joué son rôle. Il faut aller de façon concrète pour obtenir de très bons résultats pour ce peuple qui a vraiment lutté ces derniers mois. Je rappelle que dans les propositions de la coalition des partis politiques de l'opposition, la coalition dit que Faure ne doit plus se représenter en 2020. C'est le point d'orgue donc le point d'orgue des manifestations de l'opposition. Et nous allons écouter un autre son plus dissonant cette fois-ci de la part donc de cette coalition de l'opposition. Il s'agit donc de celui qui est à la base de ces mouvements depuis le 17 août 2017, il s'agit de Tikpi Adjazam, le leader du Parti national panafricain PNP. Lui, il a une autre lecture carrément de la situation. Lui pense que cette transition doit se faire sans Faure Gnassingbé. Nous l'écoutons au micro de la radio au Canelka. Il n'est pas question d'un gouvernement d'union nationale. Il est bel et bien question d'une transition sans Faure, laquelle transition nous conduira aux élections présidentielles, législatives et locales. Une transition n'est pas un gouvernement d'union. L'expérience de 1990 est encore fraîche dans la mémoire collective des Togolais. Tout le monde sait qu'Yadema s'est réinstallé après. Donc le schéma, c'est la démission de Faure. On ouvre une transition qui nous conduit aux élections. C'est tout et c'est clair. Notre logique ne part pas de 2020, mais d'aujourd'hui. Je vous parle
parle de la Constitution de 1992, de la démission de Faure, de l'ouverture d'une transition devant nous conduire aux élections. Pour ce qui concerne le PNP, ce que nous avons appelé à notre niveau la déclaration de Tchamba, elle est très claire. Quand vous dites que les manifestations n'arrivent pas à faire partie Faure, Faure lui-même ne le dira pas. Alors pourquoi refuse-t-on de lever le siège sur Mango, sur Bafilo, sur Sokoré? Comment comprendre cette panique à chaque dépôt de lettre d'information pour une marche? Le leader du PNP est clair, formel. Cette transition doit se faire sans Faure Gnassingbé. Thomas Kokonou Soukoué, quelle lecture de cette réaction de Tikpi Achadam? Est-ce que nous croyons réellement qu'on pouvait aller à une transition sans Faure Gnassingbé à l'heure où nous sommes? Si nous pensons que nous pouvons aller à une transition sans Faure Gnassingbé, c'est d'ouvrir la voie à l'armée de prendre le pouvoir dans ce pays. Il a parlé de la démission de Faure Gnassingbé. Si Faure démissionne et que l'armée prend le pouvoir, est-ce que nous avons la capacité d'arracher le pouvoir à l'armée? Il faut que nous soyons réalistes. Nous tous, nous supportons notre frère Tikpi Achadam quand il a commencé le 19 août. Si c'est que Faure allait démissionner, cette démission devait arriver depuis. Mais on est à combien de mois? On est déjà à 7 mois. 7 mois, une vingtaine de marches. Avec une vingtaine de marches, c'est pour faire comprendre à nous autres acteurs politiques en place qu'à l'heure où nous sommes, si nous demandons la démission de Faure Gnassingbé et si nous arrivons à l'obtenir, nous devons comprendre que Faure quitte le pouvoir, l'armée reprend le pouvoir, et si on ne sait pas faire, c'est de la débandade totale que nous verrons dans ce pays. Badassé Abdelouiaou, coordinateur national du PPI, est-ce que vous pensez que la proposition ou bien la proposition de Tikpi Achadam par rapport donc à cette transition sans Faure Gnassingbé est possible, est réaliste? Bon, au PPI, nous reconnaissons que Tikpi Achadam a été le propulseur de ces mouvements que nous connaissons actuellement, qui ont conduit au dialogue. Mais nous disons que nous devons arrêter de rêver et de distraire le peuple. Il faut qu'on soit réaliste. Et par rapport à la Constitution de 1992, qu'on réclamait dans sa façon, dans sa version originelle, mais cette version, ça a été abandonné, mais faute de mécanisme. Mais aujourd'hui, on nous propose encore... Ça n'a pas été abandonné. En fait, ils ont résumé ça en 5 articles. Bon, je crois que ce que M. Tikpi propose aujourd'hui, mais je ne sais pas de quelle façon on va le faire. Faure va démissionner, pourquoi? Mais c'est impossible. C'est impossible. Je voudrais qu'on puisse avoir des propositions claires, qui puissent aller dans le sens de la concertation, dans le sens de la réconciliation. Mais si Faure démissionne aujourd'hui, qui va prendre le pouvoir? Qui va nommer ce président? C'est le président de l'Assemblée nationale? Mais il a du parti Unir. Je pense que ce que M. Tikpi propose aujourd'hui, chez nous, au PPI, nous considérons cela comme de la diversion, de la distraction pure et simple. Les Togolais ont des choses sérieuses à faire, que ça. Le dialogue est là, il faudrait aller directement aux choses sérieuses, en discutant. Oui, le dialogue est là, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Mais c'est ça. Les positions sont tranchées. Oui, il faut maintenant compris, tous nos frères et ceux qui sont à ce dialogue, à cette table de discussion, que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin et que les Togolais maintenant arrivent à s'entendre, à se parler, à s'entendre. Mais c'est encore possible. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est encore possible. Mais proposer comme solution la démission du chef de l'État et former un gouvernement de transition, mais je pense que nous devons arrêter franchement de rêver, qu'on revienne sur terre. Alors, au niveau du PPI, vous pensez qu'il faut arrêter de rêver et qu'on revienne sur terre. Oui. Le gouvernement de mission transitoire, ce gouvernement, même si ce gouvernement doit avoir lieu ou si
on doit nommer des gens dans ce gouvernement de mission transitoire, il faudra qu'il y a le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui soit le garant, qui prend sur lui la responsabilité. Donc on va dire qu'aujourd'hui, tout tourne autour de la personnalité du chef de l'État, Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, Thomas Nsouboui? Oui, nous devons comprendre que tout tourne autour de la personnalité de Faure Gnassingbé, dans le sens que c'est lui qui est l'actuel chef de l'État et il est élu pour un mandat de 5 ans. Et ce mandat doit prendre fin à partir de 2020. Alors, s'il est élu pour un mandat qui prend fin en 2020, on doit lui laisser l'opportunité de finir son mandat. Et on doit également laisser l'opportunité au chef de l'État de travailler en concertation avec ceux-là qui sont appelés à le remplacer. Et ensuite, lui donner l'opportunité de montrer la voie à suivre. Parce que on ne peut pas ne pas le consulter. Il serait un ancien président ou ceux qui ont travaillé avec lui dans ce cadre de gouvernement de mission transitoire vont continuer toujours par le consulter sur des pans essentiels de la lutte et voir dans quel sens on peut, dans ce gouvernement de mission transitoire qui doit aller au-delà de 2020, voir ce que nous pouvons encore faire pour le pays. Tout à l'heure, notre camarade a dit que nous faisons la politique pour le peuple. Nous ne faisons pas la politique pour nous-mêmes. Mais il faut cesser à un moment donné de faire la politique pour nous-mêmes et de faire la politique pour le peuple. Alors, où nous mettons la souffrance du peuple? Où nous mettons la souffrance du peuple? Si nous voulons que la souffrance diminue, il va falloir aller à ce gouvernement de mission transitoire et alléger les choses dans le pays pour que chacun puisse bouger. Parce qu'il faut voir aujourd'hui que l'économie togolaise est à terre. Les gens ont pris des prêts dans les banques. Les gens ont pris des prêts dans les microfinances qui n'arrivent pas à rembourser et ils sont poursuivis à longueur de journée. Mais est-ce que nous allons continuer toujours pas à assister à ce genre de choses dans le pays? Non. À un moment donné, il faut stopper. Et c'est le moment à jamais de stopper cela à l'issue de ce dialogue. Et le compromis que nous devons avoir, c'est qu'on laisse un mandat supplémentaire à UNI, mais le chef de l'État ne va plus se présenter en 2020. Voilà. Voilà. Au niveau du PPI, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la politique politicienne, mais il y a des urgences dans le pays. Et vous proposez un programme en 8 points pour assurer donc, une vie équitable à tous les Togolais. Vous parlez donc d'une nouvelle forme d'allocation familiale à la population. Vous parlez également d'une nouvelle forme de sécurité sociale à la population, un secteur agricole, industriel, une éducation digne du 21e siècle, une meilleure santé pour tous. On le voit bien, il y a des urgences dans le pays et vous avez des propositions concrètes. Est-ce que vous pouvez reverser ces propositions qui de droit à ceux qui gèrent le pays pour quand même que ça puisse alléger la souffrance des Togolais? Bien, bon, c'est ce programme que nous avons, nous le portons à l'endroit de la population, de nos militants. Et nous expliquons en long et en large ce programme. Et si les gouvernants actuels avaient mis l'accent seulement sur le côté social, je pense qu'aujourd'hui, nous on assiste à des mouvements, des syndicats, de grève un peu partout. Ouais. Mais cela témoigne que ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Les Togolais sont devenus des malades ambulants. Alors, au niveau de ce que nous proposons à nos militants, aux populations, au peuple togolais, le premier point, c'est les allocations familiales. Aujourd'hui, au Togo, les allocations familiales sont accordées aux fonctionnaires. Donc, à la fin de chaque mois, le fonctionnaire perçoit quelque chose sur chaque enfant. Je crois à la concurrence de 6 enfants par foyer. Mais comment comprendre que dans un pays, c'est celui qui travaille, c'est à lui encore qu'on donne de l'argent? Ce n'est pas possible. Dans certains pays, ce n'est pas ça. Dans les pays développés, ce n'est pas ça. Les allocations familiales, c'est destiné aux familles qui n'ont pas de revenus. Alors, c'est ce que nous proposons, qu'on puisse créer une caisse de sécurité sociale
qui puisse s'occuper des familles qui n'ont pas de revenus et que toutes les familles sans revenus soient recensées au Togo et qu'à la fin de chaque mois, que ces familles puissent avoir quelque chose. C'est possible. C'est possible. Alors, dans notre programme, toutes les familles au Togo qui ont un revenu qui atteint 200 000, on doit leur couper les allocations familiales. Ils n'ont plus droit. Alors, les familles recensées qui n'ont pas de revenus, à la fin de chaque mois, doivent percevoir quelque chose. C'est comme ça qu'on se développe. On ne peut pas se développer, avoir certains en haut et d'autres sont encore dans la poussière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, sur le côté social, vraiment, nous avons entendu plusieurs fois que le gouvernement actuel a mis l'accent sur ce mandat comme un mandat social. Mais je crois bien que c'est au niveau de ce mandat qu'il y a eu beaucoup de manifestations sur le plan social avec les mouvements que nous connaissons. Mais ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec. Donc, au niveau de notre deuxième proposition, c'est la sécurité sociale. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont couverts par une sécurité sociale. À la fin de leur activité, ils ont des pensions. Mais ils sont combien ces fonctionnaires togolais? Ils sont combien? Très peu. À peine 110 000. Nous avons 70 millions de Togolais. Mais est-ce qu'on se demande comment est-ce que vivent ces millions de Togolais à la fin de leur activité, à la fin de leur vie professionnelle? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Nous proposons qu'on crée une caisse de sécurité sociale à contribution pour tous les Togolais. Où chaque Togolais, lorsqu'il commence par mener une activité, qu'on puisse le prendre en charge, on dégage de son salaire, de ses revenus, une petite contribution qu'il prendra lorsqu'il sera dans les vieux temps. Donc, nous avons toute une litanie de propositions inscrites à notre programme à présenter au peuple togolais. La question de la santé. Depuis le 22 juillet 2017, nous avons proposé que le CHU Sylvanus Olympio soit admis à la retraite et qu'on construise un hôpital digne de nom. Mais quand vous allez dans cet hôpital, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. On ne peut pas vivre dans un pays et dire que nous sommes dans un mandat social et avoir un tel hôpital où il n'y a même pas de scanner. Le 4 mars dernier, c'est un exemple que je vous donne, j'ai eu une sœur qui a fait un accident au niveau de Blita, mais on devait l'évacuer sur Kara. On s'est rappelé qu'à Kara, il n'y a pas de scanner. Il faut aller jusqu'au nord du Bénin à Djougou pour faire le scanner. On était obligé de la rapatrier sur Lomé. Mais arrivé à Lomé le dimanche à 21h, mais il n'y avait plus d'ambulance. Comment faire transférer notre malade au niveau de la clinique Biassa? Il n'y avait pas d'ambulance. Vous voyez. Donc, sur le plan social, les Togolais vivent un calvaire. Et c'est ce calvaire que vivent les Togolais qui se traduit par des manifestations de rue, des grèves par-ci, par-là. Je pense que sur le plan social, le gouvernement actuel a du pain sur la planche. Et Thomas Kokoun-Soupoye, on le voit bien, c'est une véritable crise. Le front social est aussi en ébullition. On voit des grèves un peu partout, dans tous les secteurs, les enseignants, les praticiens hospitaliers. Est-ce qu'une porte de sortie, c'est vrai, vous proposez un gouvernement de mission transitoire, mais il y a également des urgences au niveau social, des urgences qu'il faudra régler. Oui, il y a des urgences. Et c'est la mission à assigner à ce gouvernement de mission transitoire. Pencher sur la succession de fraude assimilée et ensuite œuvrer à voir les mesures nécessaires à mettre en place dans le domaine social. Ça, c'est urgent. C'est le social. À l'heure où nous sommes, c'est le social. Nous ne pouvons pas faire la politique et mettre de côté le social. Il est bien vrai que le chef de l'État actuel dit qu'il est dans un mandat social. Mais ce mandat est perturbé. Mais on voit quand même aussi quelques réalisations. Oui, nous voyons quelques réalisations. Sauf que c'est insuffisant aussi. C'est insuffisant. Mais voilà pourquoi on dit dans ce gouvernement de mission transitoire, il faut encore donner la chance et l'opportunité à ce gouvernement de continuer toujours par travailler sur le volet social pour permettre au peuple togolais de se faire sortir
des problèmes qu'ils ont. Parce que quand vous passez dans les foyers, dans les maisons, dans les villages, dans les villes, c'est des problèmes un peu partout. À l'heure où nous sommes, nous savons que les enseignants sont en grève et les praticiens hospitaliers sont également en grève. L'autre jour, nous avons vu nos mamans enceintes qui ont fait des manifestations, qui ont bloqué la voie. Mais c'est un peu dommage. Voilà pourquoi les acteurs politiques au dialogue doivent accorder leur violon et aller à la signature d'un compromis politique pour permettre à la mise en place d'un gouvernement de mission transitoire dans lequel on aura l'actuel chef de l'État et ensuite nommer un premier ministre au sein de la majorité extra-parlementaire. Et ensemble voir ce que nous pouvons faire pour que le Togo sorte définitivement de la crise. Parce que cette crise-là a fait tant de mal au peuple togolais. Et nous n'allons plus accepter qu'à l'issue de ce dialogue, de ce 27e dialogue, qu'on puisse nous dire encore que les acteurs ne se sont pas entendus. Alors, il faut comprendre que le peuple va nous lyncher. Ça, il faut que nous soyons conscients là-dessus. Parce qu'à l'heure où nous sommes, le peuple nous accuse que nous sommes leur problème. Nous constituons leur problème. Étant donné que nous constituons leur problème, il faut saisir cette occasion et accepter à ce que nous constituions également leur porte de sortie. Voilà, merci beaucoup à Thomas Kokounoussouko. Je rappelle que vous êtes le président du BAC, le bloc d'action pour le changement. J'espère que vos propositions seront prises en compte par les parties prenantes à ce 27e dialogue inter-togolais. Merci à Badassé Abdelouia. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du PPI, le Parti du peuple et de l'intégrité. Merci d'avoir proposé et d'avoir partagé avec nous des propositions de sortie de crise dans la situation actuelle du pays. Merci à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission. On espère vous retrouver à une prochaine occasion pour une lecture de l'actualité politique au Togo. Merci à Francis Daï. À mercredi prochain pour l'émission 1 heure de vérité. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.